Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Comment vous portez-vous? Bien, j'imagine, et vous faites bien de nous accompagner, de nous soutenir. Continuez. Dingue de Sport évoque aujourd'hui la finale de la D2 nationale de football. Elle a lieu ce samedi entre le champion de la zone nord, Unisport, et celui de la zone sud, Ifodié. Ce sera samedi au stade municipal de Lomé. Analyse des forces en présence. La renaissance sportive Berkane n'a pu gagner le trophée de la Coupe de la Confédération africaine de football. La faute à Zamalek, plus adroit dans les tirs au but, 5-3 en finale retour. Fodo là-bas, au-delà de cette défaite, reste l'un des hommes forts de RSP. 8 buts en Coupe CAF et est même en course pour le titre de meilleur buteur dans la Botola Pro. Nous en parlons. On parle également d'Emmanuel Adebayor qui s'est loupé de peu par rapport au titre en Turquie. Başakşehir a laissé filer le titre pour Galatasaray. Gilles Sounou relégué en D2, Turc avec Erzurum Sport, Floyd Haïté en D2 avec Fulham. On fait un peu le tour et puis on regarde un peu les performances des représentants africains au mondial des U20 en Pologne. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aristide Kouevidien, Prosper Agboklou, John Atisso, également en studio, Grégoire Attignon. On n'oublie pas de vous dire que la vidéo de cette émission est assurée comme toujours par Eloma Dovon, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport mise en onde de Théo Javon. Pour le moment, je suis Franck Nouniama. La CAN 2019 de football, ça commence dans, on va dire, quelques semaines maintenant au pays des pharaons. John Atisso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Je vais super bien Franck. Alors la CAN se rapproche, hein. Ça fait quoi dans la tête? On est journaliste sportif, on attend cet événement? Oui, on attend, mais premièrement une amertume parce que le Togo n'y est pas. On est éliminé, ça serait quand même une grosse désillusion de voir encore cette CAN sans le Togo. Mais après tout, on a les équipes favorites qui sont là, comme l'Égypte qui est intraitable à domicile. Il y a également la Tunisie qui est toujours dans le dernier carré. Il y a le Sénégal avec sa nouvelle génération incarnée par Sadio Mané qui va jouer d'ailleurs la finale de la Ligue des Champions ce samedi. Donc on espère vivement que le spectacle soit au rendez-vous. Aristide Kouevidien, oui, plus la CAN se rapproche, plus cette amertume se dégage en vous. On se dit oui, ça va commencer la plus belle fête du continent africain au niveau du football. Ça va commencer sans le Togo. Vous pensez encore à ça? Oui, au fur et à mesure que la date s'approche, on pense à ça et on se dit que c'est une Coupe d'Afrique qui va se jouer entre les différentes zones du continent africain, parce qu'avant tout, c'est également une compétition entre les différentes zones. Il y en a, par exemple, qui se disent est-ce que la Coupe reviendra cette année ou cette saison en Afrique de l'Ouest? Ça a été toujours la question. Il faut dire que l'année ou la saison dernière, en 2017, la coupe est partie en Afrique centrale. Et donc, on a quand même envie de voir un pays ouest-africain comme l'a fait la Côte d'Ivoire il y a de cela 4 ans, précisément en 2015 en Guinée équatoriale. On veut voir encore une fois un pays ouest-africain. C'est vrai aussi que on se demande quelle équipe les Togolais supportent ou vont supporter lors de cette Coupe d'Afrique des Nations ou quelle équipe sont-ils censés supporter en l'absence des leurs, éliminés par les voisins béninois. Et donc, je pense évidemment que le sélectionneur a demandé de soutenir qui? Les écureuils du Bénin. Bon, de toutes les façons, on a des voisins à l'est, on a aussi des voisins à gauche. Je sais pas à l'ouest. À l'ouest, je voudrais dire. À l'est et à l'ouest. Donc, à l'ouest, c'est évidemment le Ghana. Le Burkina n'y est pas pour qu'on puisse parler également de nos voisins du Nord. Malheureusement, nous n'avons pas de pays au sud. Donc, si le pays du sud... On va soutenir la mer. La mer. Oui. Allez. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles. Oui, elle se rapproche, la plus belle fête du continent africain au niveau du football. Elle sera désormais à 24, mais
L'amertume, c'est que le Togo n'est pas à ce rendez-vous avec des talents comme Labafodo, des talents comme... On parlera de beaucoup de joueurs dans cette équipe. Il faut tout simplement dire que le Togo ne sera pas à cette Coupe d'Afrique des Nations avec sa meilleure équipe. Parce que oui, il faut quand même reconnaître que le Togo a aujourd'hui une meilleure équipe qui pouvait quand même mieux se représenter à cette Coupe d'Afrique des Nations. Dommage, on n'y sera pas. On va quand même rester à la maison, applaudir les autres, regarder les autres par la télé. Et donc, Claude Leroy l'a dit que nous serons supporters du Bénin. Je ne sais pas si c'est lui qui donne ce quitus là au Togo de supporter le Bénin. C'est vrai que le Bénin reste un voisin, mais il y a également un autre voisin, le Ghana, qui est là. Donc, le Togo sera à la maison, mais on va quand même suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut quand même dire que l'on va assister à une très belle Coupe d'Afrique des Nations parce que moi, je vois quand même une équipe... qui se signale, le Sénégal, ça il faut quand même avoir le courage de le dire. Oui, ce pays est toujours attendu, mais n'a jamais rien gagné. Oui, mais je crois que ça doit être quand même une occasion pour l'équipe du Sénégal. Ce serait quand même l'opportunité parce que quand vous voyez un peu l'effectif de cette équipe, il y a Sadio Mané, il y a Koulibaly, il y a d'autres joueurs qui sont là. En dehors de cette équipe du Sénégal, il faut aussi parler un tout petit peu de l'Égypte, sans oublier le Maroc et également qui peuvent aussi faire quelque chose. Donc ce sera quand même une belle Coupe d'Afrique des Nations. Mais il ne faut pas quand même oublier ces équipes-là qui seront à leur première participation, la Mauritanie, Madagascar, Burundi et bien d'autres également. Et puis ces équipes peuvent aussi créer la surprise, surtout que c'est une compétition qui se joue à 24 et même si vous êtes troisième de votre poule peut-être avec 3 points, vous pouvez quand même vous retrouver en huitième de finale. Le Portugal l'a fait à l'Euro 2016, donc ça peut également permettre quand même de connaître pourquoi pas un nouveau champion parmi ces nouveaux-là qui arrivent. Pourquoi pas, voilà, et Sport FM sera toujours au rendez-vous comme on l'a toujours fait, voilà, si vous voulez vendre vos produits, vous voulez parler de vos services, de vos entreprises, mais il n'y a qu'à venir ici durant cette période, vous serez très très bien vu. Il y aura également des jeux pour faire gagner de nombreux prix sur la référence sportive à travers des jeux radiophoniques, c'est sûr. Donc vivement la CAN 2019 de football. Et voilà, on est bien prêt pour, on va dire, la couverture, pour faire, on va dire, une grande fête autour de cette fête du football africain, des programmes vraiment alléchants pour vous. Alors, si vous permettez, on va parler un peu des performances des représentants africains au niveau du mondial des moins de 20 ans. Ce mondial qui a lieu en Pologne. Vous savez que le Sénégal se retrouve dans le groupe A, le groupe du pays organisateur. Sénégal, Pologne, Colombie, Tahiti. Et pour l'instant, ça va bien pour les Lionceaux de la Teranga. Ils ont gagné 2 fois. Ils ont gagné les deux matchs. Donc ça fait bien pour le Sénégal qui partage, on va dire, la tête de ce groupe avec la Pologne. La Pologne qui a perdu un match. Après 2 matchs, la Pologne a 3 points. Le Sénégal a 6 points. La Colombie, 3 points aussi. Et Tahiti, 0 points. On s'y attendait un tout petit peu. Oui, c'est bien pour le Sénégal, ça commence bien, c'est sûr de les voir au tour suivant. Franck, ce n'est pas quand même une nouveauté pour quand même les catégories jeunes des Lions de la Teranga. On a vu lors de la CAN U20, cette équipe était allée jusqu'en finale, mais on peut dire que ça soit les équipes des jeunes et l'équipe Fagnon, cette équipe traîne une certaine malédiction. Elles font quand même une compétition exceptionnelle, mais arrivées en finale, elles échouent. D'ailleurs, on se rappelle l'année 2002 avec la belle génération incarnée par Diouf qui a chuté en finale à Bamako face au Cameroun. Mais aujourd'hui, quand on parle de Sénégal catégorie jeune, c'est un travail qui a été fait en amont. On le dit souvent, quand on prend l'équipe nation du Sénégal, c'est Génération Foot, c'est Jeanne d'Arc de Dakar et également Diambars. Donc aujourd'hui, quand on prend les jeunes qui sont à ce niveau, ils ont eu quand même une formation à la base et cela se fait ressentir aujourd'hui. Hier, j'ai eu la chance de suivre ce match, c'est quand même un spectacle inouï de la part de ces jeunes. Le football roulait sur le ballon roulait bien sur la pelouse. Cela veut dire que cela a été quelque chose qui a été fait et vivement que cela puisse grandir et permettre quand même au Sénégal de pouvoir décrocher enfin
un trophée, que ce soit continental ou international. Pourquoi pas? Ils en ont les moyens, les jeunes de Youssouf Dabo, on a vu cet entraîneur à Lomé ici. C'est pratiquement le même effectif qui se retrouve aujourd'hui à cette Coupe du Monde. Et quand vous voyez, vous avez vu déjà cette équipe-là au tournoi de l'UFOA, Lomé, c'était la meilleure équipe de cette compétition. Elle a démontré, même si à la CAN des moins de 20 ans, elle a encore perdu cette finale. Il faut quand même dire que le Sénégal, pour le moment, est le meilleur représentant africain à cette compétition. C'est vrai que le Mali aussi, hier, a réussi quand même à gagner son premier match après le nul de la première journée. Donc, on peut dire que le Sénégal, pour le moment, est bien parti, puisque d'ailleurs, se rapproche donc du deuxième tour. Et voilà, le Sénégal peut faire quelque chose dans cette compétition et le Sénégal est en train de le faire. La déception, c'est un peu l'Afrique du Sud après 2 matchs qui se retrouvent avec 2 défaites. Maintenant, reste le Nigeria qui doit également faire quelque chose dans le 3e match. Il va falloir gagner pour quand même se qualifier pour les 8e de finale. Les Nigérians ont quand même les moyens de le faire. Ils peuvent le faire s'ils arrivent quand même à mieux négocier leur prochain match. Ils se retrouvent dans le groupe D aux côtés de l'Ukraine, des USA et du Qatar. Ils ont perdu hier un match contre les États-Unis, les jeunes Nigérians. Oui, Prosper, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous. Tout va bien. Avec la grâce de Dieu. Voilà, les Nigérians, oui, on les connaît dans les catégories U20, U17. Ils sont souvent présents, pas le cas du Togo. Ça, ce n'est même pas un débat à faire. Mais les Nigérians aujourd'hui qui, malheureusement, perdent sur la 2e sortie, on peut dire qu'ils ont encore une chance de pouvoir passer. Parce que là, il y a le Qatar à jouer. Ils affrontent l'Ukraine qui est déjà qualifiée dans cette poule. Peut-être une occasion pour eux de pouvoir jouer. Non, vous savez, quand on prend le Nigeria, le Ghana, le Mali, tous ces pays-là, en Afrique de l'Ouest, sont passés maîtres dans l'art de la formation à la base. Et ça, je crois quand même que indéniablement, à ces compétitions-là, on retrouve quand même, on les retrouve quand même à un niveau très acceptable. Mais vous savez, quand vous prenez les États-Unis, la plupart du temps, ces joueurs aussi sont constitués des joueurs venant donc d'autres pays, enfin comme on appelle des Spanish, certains Africains, des Mexicains qui sont là également. Donc des pays qui regorgent déjà de talent, de joueurs de talent qui arrivent donc dans ce pays-là, en Amérique du Nord, et qui se font naturaliser. Donc je crois que à ce niveau, le débat n'est pas trop intense. Autant c'est que le niveau des jeunes, lorsqu'on les prépare dès la base, elle est convaincante. Maintenant, ça reste un match de football où vous pouvez bien jouer. C'est juste un faux pas pour les Nigérians. Voilà. C'est sûr qu'on les retrouve au 2e tour. C'est sûr qu'ils vont passer. Surtout qu'ils vont jouer l'Ukraine, déjà qualifiée, plus que motivés. Ça serait quand même pour eux l'occasion de damer les pions donc, à cette équipe-là pour passer. Aristide Covidien, oui, le Nigeria. Oui, ils se sont loupés, oui, c'est vrai, mais ce serait une catastrophe de ne pas les voir, ces jeunes Nigérians, au tour suivant. Oui, ce serait peut-être parce que c'est un groupe à leur portée, l'Ukraine, les USA, le Qatar. Oui, mais je pense évidemment que, comme on le dit, le football a ses propres vérités. Vous pouvez avoir une équipe assez solide, vous pouvez avoir une équipe assez complète, mais lorsque, par exemple, vous avez un adversaire en face de vous et que vous n'arrivez pas à l'étudier comme il se doit, je pense que vous pouvez vous louper. Et donc, cela arrive la plupart du temps lors de ces compétitions. Il y a également un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'il s'agit des compétitions internationales, que ce soit en athlétisme ou que ce soit en football, je pense évidemment que ce n'est souvent pas équilibré. Ce n'est souvent pas équilibré en ce sens que vous allez voir des athlètes qui s'entraînent dans des conditions beaucoup plus meilleures que des athlètes africains et on leur demande de compétir ensemble. Ce n'est pas la faute, par exemple, à des Européens de voir des Africains s'entraîner dans des conditions assez difficiles. Mais il s'agit d'une compétition internationale qui doit regrouper à la fois des pays d'Asie, des pays d'Europe et des pays d'Afrique. Donc c'est pour ça, moi, je pense évidemment que tout cela fait que déjà, les Africains participent à ces compétitions un peu diminuées. Bon, tout cela dit,
quand vous prenez un entraîneur africain, vous prenez un entraîneur européen à cette compétition, il y a déjà une différence. La façon dont l'entraîneur essaie, par exemple, de se mettre à niveau et évidemment l'effectif avec lequel on compose. Est-ce que les joueurs ont l'habitude de s'entraîner de telle ou telle façon? Parce qu'en Afrique, on est habitué à des tours de terrain. Oui, lorsqu'on va à l'entraînement, on demande aux joueurs, allez, faites 2 tours de terrain, etc. Vous pensez que c'est ce qu'ils font? Non, mais les gens continuent toujours pas à faire ça en Afrique. Alors qu'ailleurs... bon? Les gens continuent toujours pas à s'entraîner de cette façon. Alors qu'ailleurs, il y a, par exemple, des exercices de décassage, il y a, par exemple, des exercices dans les salles de gym, de musculation, des gens continuent toujours pas à s'entraîner d'une certaine façon. Ce qui fait que sur le terrain, on observe parfois une nette différence entre les joueurs. Mais je pense quand même que les Africains, étant quand même doués d'une certaine manière, avec une certaine motivation, malgré l'insuffisance, disons, sur le papier, ils essaient quand même de prouver de quoi ils sont capables. Donc pour moi, je pense évidemment que l'Ukraine, oui, c'est vrai, on en parle, mais ce n'est pas aussi un gros morceau. Et donc pour moi, c'est quand même jouable. Et bon, ça peut permettre évidemment, disons, aux représentants africains de pouvoir... Surtout le Nigeria dans ce groupe. Ah oui, dans ce groupe. C'est vrai, le Nigeria, c'est vrai également que ce n'est pas aussi, disons, une valeur assez appréciable en matière de football des jeunes. Vous savez qu'au niveau du football des jeunes, le Nigeria a souvent triché sur l'âge. On voit des joueurs qui ont l'habitude de gagner des compétitions, par exemple en catégorie cadette, mais lorsqu'ils arrivent en catégorie junior, on ne les retrouve plus tellement parce qu'ils se retrouvent parfois avec des joueurs pas forcément dans le même âge qu'eux. Et au-delà de ça, les dames ont beaucoup plus la chance. Et également au niveau de la sélection fanion avec les Obi Michael et autres. Mais en ce qui concerne la catégorie junior, le Nigeria a souvent peiné. Donc je ne sais pas si cette année ça va réussir pour eux, mais puisqu'en face nous avons l'Ukraine, je crois que c'est tout à fait jouable. Oui, John. Je crois que cette année, les représentants africains ont une certaine pression parce qu'après que le Ghana a gagné en terre égyptienne en 2009 face au Brésil, il y a une certaine traversée du désert. C'est le Ghana qui a surgi également en 2012, si ma mémoire est bonne, avec la génération Paul Pogba. Il y avait eu la finale Ghana-France qui a été perdue d'ailleurs sur un but de Florian Thauvin à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a eu le Mali, il y a de cela 4 ans, qui a essayé mais qui a chuté en demi-finale. Il y a le Mali qui est revenu encore une fois, qui a chuté. Mais cette saison, je pense qu'on peut quand même mettre une pièce sur le Sénégal parce que, Grégoire l'a dit, on a eu la chance de suivre le Sénégal ici au Togo sur la pelouse synthétique du municipal de l'eau, même si à l'époque c'était pas une bonne synthétique, mais le Sénégal a eu quand même le courage de pouvoir dérouler un bon football à ce niveau. À la CAN, elle a été finaliste, donc on espère voir cette équipe-là, pourquoi pas décrocher la deuxième étoile pour le continent africain. Et on n'oublie pas, Grégoire, le Mali qui se retrouve dans le groupe E aux côtés de la France. Pour l'instant, c'est un match gagné. Le Mali a 4 points. Oui, le Mali a 4 points. On peut dire que le Mali a quand même ça. Pour le moment, le Mali a quand même ses chances de se retrouver en 8e de finale avec 4 points. Et puis le dernier match, ce sera face à la France, justement, un match qui sera très, très, très capital pour les Aiglons maliens. Il va falloir également faire un bon résultat là-bas. Un match nul suffit donc à la formation malienne pour se retrouver, puisque la France est déjà en 8e de finale avec 2 matchs, 2 victoires. La France est déjà en 8e de finale. Je crois que c'est un match que pourront mieux négocier ces Aiglons venus du Mali. En tout cas, la France, le Mali, Panama et puis l'Arabie Saoudite, 6 points, 4 points, 1 point et 0 points pour l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que la place au deuxième tour est bien garantie pour les Aiglons du Mali. Là, c'est une politique qui est bien organisée autour du football des jeunes et ce serait vraiment un tsunami si jamais le Mali ne passait pas au deuxième tour. Oui, intéressons-nous un peu aux Togolais à l'étranger. On commence par là-bas, Fodo qui a eu un bon parcours
en Coupe africaine, notamment la Coupe de la Confédération africaine de football, la finale perdue face aux Zamalek. Un partout sur les 2 matchs au niveau des tirs au but. Les Égyptiens ont été les plus adroits. 5-3 pour le club Kérot Zamalek, on va dire. Mais au-delà de tout ça, on va dire quand même que le Togolais reste cette saison l'un des hommes forts de Renaissance Sportive Berkane, en course pour le titre de meilleur buteur. 8 buts en Coupe de la Confédération africaine de football. C'est un joueur qui a prouvé aux yeux de tout le continent qu'il a grandi. Et oui, effectivement, c'est un joueur qui a véritablement progressé. En témoignent quand même les 2 matchs exceptionnels qu'il a fait, que ce soit au match aller et au match retour. On a vu que c'est lui, évidemment, le patron de cette attaque de la Renaissance sportive de Berkane, mais je pense vivement que au niveau du match retour, l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, Mounir Jawani, a fauté tactiquement, parce que je pense véritablement que au niveau de cette finale retour, il fallait véritablement densifier le milieu de terrain et pourquoi pas jouer avec un seul attaquant qui est Laba Fodo, qui a gêné énormément les défenseurs du Zamalek. Mais on a vu que il a été accompagné par Lachir, qui a véritablement n'a rien fait du tout, si je peux m'exprimer ici, il n'a rien fait, et il y a eu quand même un certain boulevard au niveau du milieu terrestre qui a permis quand même aux joueurs de Zamalek de venir rapidement au niveau de la surface de réparation et pourquoi pas inscrire ce but qui a égalisé sur les deux matchs. Mais je peux dire également qu'en deuxième mi-temps, l'arbitrage était en défaveur de la Renaissance sportive de Berkane. Le carton rouge, personnellement pour moi, est inexplicable. Et également, il y a eu des mains dans la surface de réparation en premier mi-temps également, que Laba Fodo a réclamé, qui n'a pas été visualisé au niveau de la VAR, mais en général, Laba a fait quand même une très belle prestation. 8 buts pour une coupe continentale. On ne peut que le féliciter, et il est encore en course pour le meilleur buteur de la Botola Pro. Il reste quelques journées, il pourra quand même planter quelques buts pour pouvoir avoir ce titre suprême là, pourquoi pas quitter le continent africain à la fin de la saison. Oui, Prospera Wouklou, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à Renaissance Sportive Berkane? 1-0 chez eux, et puis 1-0 concédé également sur les installations de Zamalek, et puis après la déroute au niveau des tirs au but, 5-3 pour le club égyptien. Laba Fodo a été pour beaucoup dans ce parcours de RSP, 8 buts dans la compétition. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'année où le joueur togolais a besoin d'aller voir ailleurs? Vous voyez les choses comme ça? Oui, effectivement, il a pris du temps. Il a eu assez, comment on appelle, de temps de jeu. Il a donné du meilleur de lui-même. Maintenant, vous savez, une finale reste une finale. Ça aurait été dans l'autre sens que cette finale a été jouée. Ça aurait été peut-être Berkane qui aurait gagné. On aurait pu peut-être renverser la situation par rapport à celle-là, où la finale retour soit qu'on appelle au Maroc, que là-bas aurait la chance de gagner peut-être lui aussi. Maintenant, toutes les chances étaient du côté du Zamalek, surtout que quand mon ami John disait tout à l'heure que l'arbitrage était en défaveur. Vous savez, on joue au Caire, les arbitres sont un peu influencés par la prochaine CAN qui arrive également. On en a voulu peut-être laisser donner aux Égyptiens l'ambiance déjà de cette CAN-là. Donc, il faut déjà donner le toxé à partir de cette finale. Vous pensez que l'arbitre a pris parti à un certain moment donné, beaucoup l'ont dit, à un certain moment donné, il aurait pu siffler des fautes ou bien accorder et aller vers la VAR où on n'a pas demandé quand même aller voir. Donc, c'est dire que quelque part, il y a l'espace, tout passe et l'espace efface le bruit. Donc, on a compris aisément que Fodo là-bas, maintenant, a pris du volume et qu'il peut aller s'essayer maintenant au-delà de l'Afrique pour ne pas inscrire son nom dans le registre donc, des compétitions européennes. Cette fois-ci, je crois que c'est le bon moment pour lui. Il a pris son temps. Il ne s'est pas pressé d'aller. Il a traversé le continent. Il est resté pendant 2 saisons. Il a fait Berkane, je crois, 3 saisons. La troisième saison. Il a fait 2 saisons en US Bitam. Voilà. Ouais. Voilà, vous voyez à peu près. Donc, il a pris du volume. Et cela me rappelle, vous vous rappelez, malheureusement, les Togolais, en finale
des coupes africaines n'ont jamais eu de chance. Ils ne sont pas nombreux. En 98 avec cette finale encore au Boissy Goldfish et Raja de Casablanca avec perdu également dans les tirs au but. Oui, c'était dans les tirs au but avec Nibombe Wake, je me souviens. Donc, il y a eu d'autres à Gaza avec sa coupe. Face à l'Arabe contre voilà, c'est ça. Donc, je crois que face au tout-puissant Mazembe en 69. Voilà. Donc, il y a tellement de trucs. Maintenant, on va lui souhaiter. Bon, perdre une coupe n'est pas la fin du monde. On peut toujours en conquérir d'autres. Oui. Grégoire, beaucoup se demandent pourquoi la finale de la Coupe CAF se joue en aller-retour. Pourquoi on ne peut pas la jouer sur un seul match. Voilà, beaucoup se posent cette question. Vous comprenez? Oui, ce qu'il faut comprendre de cette situation est que les réalités européennes sont différentes des réalités africaines. En Europe, vous voyez comment est-ce que les matchs sont organisés. Et quand on dit qu'il y a une finale dans telle ville, il y a déjà... Comme aujourd'hui. Il y a déjà des tickets qui sont achetés depuis, bien avant. Les tickets, ceux-là qui vont sur la finale de l'Europa League ce soir, ont acheté leurs tickets depuis. Et donc, c'est sur terrain neutre. Oui, c'est fait d'avance. Mais ici, quand on va dire que oui, la finale de cette année va se jouer à Johannesburg, combien de supporters, combien de spectateurs vont quitter leur pays? Vous donnez par exemple la Estogoport qui joue une finale. Et quand on dit oui, cette finale va avoir lieu à Johannesburg. Vous voulez dire que les Togolais n'ont pas les moyens pour aller... Les Togolais n'ont pas les moyens, mais vous imaginez que quelqu'un va dépenser des millions pour aller sur rien qu'un match de football à Johannesburg? Oui, ceux qui ont les moyens peuvent le faire. Donc c'est pourquoi on joue... Il y en a qui sont au Togo qui le font quand il y a des finales de Champions League. Ils réservent leur place. Ils vont poursuivre ces finales-là. Mais ce ne sont pas tous les Togolais qui peuvent se déplacer. Pour le petit Togolais se déplacer pour aller suivre la finale, même si c'est au Ghana, ici, ce sera difficile. Ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. Donc, je crois que les réalités africaines font que la Confédération africaine de football ne peut jamais programmer ces finales-là sur un terrain neutre. Ça doit se jouer en une seule rencontre. Oui, ça peut se faire et que ça peut donner l'avantage. Si c'est que de cette manière que cette finale a été jouée cette année, peut-être que la Renaissance sportive Berkane allait remporter cette coupe CAF. Mais ce n'est pas de la même manière parce que ce n'est pas la même chose. Les réalités africaines sont différentes des réalités européennes. Oui, on peut dire que cette finale, peut-être que si c'est dans le Maghreb, ces pays maghrébins peuvent se déplacer pour aller suivre cette finale. Mais les équipes de l'Afrique noire, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Non, ils n'ont pas les moyens pour aller sur ces finales. Aristide Kouvidien, au-delà de cette défaite, vous avez vu la Bafodo porter un triomphe par les supporters de Renaissance sportive Berkane, ce qui veut dire qu'il y a eu une reconnaissance même au sein du public marocain qui reconnaît quand même ce que démontre l'attaquant togolais. Si on était en Espagne, on dirait simplement qu'il a été cette saison le Pichichi donc de cette formation du RS Berkane. Malheureusement, nous sommes au Maroc et je pense évidemment que c'est avec une certaine loyauté que les Marocains ont reconnu, n'est-ce pas, disons, les qualités de ce joueur togolais. C'est d'ailleurs une fierté pour nous parce que même si dans les pays voisins, sur les médias occidentaux et même en Afrique, on parle du joueur, on parle d'abord du Togo. Ça veut dire que quand vous écoutez des consultants internationaux parler du joueur togolais Laba Fodo, ça fait quand même, ça nous donne une certaine fierté de savoir qu'à part Adebayor, il y a également des jeunes, il y a des valeurs qui s'installent à mesure que le temps passe et qui méritent d'être encouragées. Et parmi ces valeurs-là, je pense évidemment qu'il y a aujourd'hui Laba Fodo. Et moi, personnellement, ça me fait énormément plaisir. Au-delà de ça, je pense évidemment que Laba Fodo, aujourd'hui, c'est une consécration. C'est une consécration de plusieurs années de combativité, d'effort et d'abnégation. Parce que c'est vrai, il y en a forcément qui vont se dire, il a commencé récemment devant nous ici, mais c'est quelqu'un qui a mis du temps pour travailler. C'est un peu comme, je peux le comparer, disons,
à ce joueur égyptien Mohamed Salah, qui a été pendant longtemps discret. Mohamed Salah n'est pas un joueur assez people, ce n'est pas un joueur qui fait toujours parler de lui. C'est un joueur qui a eu le temps de passer par plusieurs clubs en Europe, mais qui s'est beaucoup plus révélé à Liverpool. C'est un joueur évidemment qui a vu jouer ses grands frères comme Emmanuel Adebayor, les Yaya Touré, les Didier Drogba, pour ne citer que ceux-là, et qui a pris énormément du temps pour pouvoir s'imposer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de Laba Fodo, qui est donc sur le chemin donc de cet élan-là, parce que c'est quelqu'un, lorsqu'il vient en équipe nationale, il est toujours discret. Vous n'allez pas entendre dans les versions, enfin, des bruits de couloir comme quoi Laba Fodo a eu des problèmes avec qui que ce soit. Je pense que c'est ce même comportement qu'il a toujours adopté en club. Et quand vous êtes serein, quand vous êtes en équipe nationale et quand vous êtes dans votre club et que vous gardez une certaine sérénité, il y a toujours la communion d'esprit qui vous accompagne. Il y a toujours, disons, l'amour des supporters qui vous accompagnent. Je pense évidemment que c'est des joueurs qui méritent d'être félicités et qui méritent aujourd'hui d'aller voir ailleurs, parce que c'est un talent à ne pas gâcher. Quand on se rappelle évidemment du dernier CHAN, du dernier championnat d'Afrique des Nations avec El Kabi dans le championnat marocain, il aurait fallu qu'on ait évidemment ce championnat d'Afrique qui soit joué au Maroc pour qu'on découvre évidemment le talent de ce jeune joueur, parce que entre-temps, oui, c'est un joueur également qui n'a pas eu la chance de se révéler. Je pense évidemment que Laba Fodo, tout comme d'autres joueurs ghanéens, disons ivoiriens ou des autres pays d'Afrique, ont souvent cette chance-là, mais je crois que cette année a été probablement, je dirais, l'année de Fodo Laba. Il doit aller voir ailleurs, vous pensez? Oui, si, je pense Quel championnat, par exemple? Non, Ligue 2 française ou Ligue 1 française, je crois que c'est pas mal. À défaut de ce qu'on cherche, il faut se contenter de ce que l'on a. Si c'est ce qu'on lui propose, je pense évidemment qu'il a toujours la chance donc de rebondir. C'est vrai qu'en Afrique, je ne le souhaite pas trop, mais je pense qu'en Europe, que ça soit peut-être en Belgique aussi, en France ou encore en Espagne, il a la chance, n'est-ce pas, de pouvoir séduire également plus d'un. La dernière fois, quand je suivais donc cette rencontre Sénégal-Tahiti, je pense évidemment que j'avais l'impression, en voyant ce jeune Sénégalais, Amadou Sagna, qui a été l'auteur donc des 3 buts en marquant d'ailleurs le but le plus rapide, ça m'a rappelé évidemment l'abnégation et disons la force d'un certain Fodo Laba, parce que c'est un joueur qui aime aller au duel, et lors de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, après 34 ans, il a réussi à marquer le but le plus rapide. Je parle donc de Amadou Sagna sur cette déviation de tête donc de son compatriote Youssouf Badi. Je pense qu'aujourd'hui, Laba Fodo peut inspirer plus d'un, et nous lui souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de bonheur pour la suite de sa carrière. Franck, sur cette question par rapport au championnat que pourra jouer Laba Fodo dans les années à venir, moi je souhaite voir Laba Fodo en Ligue 1 française, parce que ce championnat est qualifié de championnat formateur. Aujourd'hui, Laba Fodo, oui, malgré tout son talent, c'est encore un diamant brut qui reste à polir. Donc évidemment, il doit aller en Ligue 1 française, découvrir des choses, apprendre beaucoup, et pourquoi aller voir les années à venir d'autres horizons. Oui, vous, Grégoire, il est bon pour l'Allemagne, l'Angleterre, puisqu'il a dit qu'il a des contacts venant de ces pays, l'Allemagne, la France, la Turquie, la Belgique. Oui, mais la dernière fois quand vous lui avez posé la question, il a dit quelque chose, oui, et que on n'arrive pas, on n'atterrit pas là où on veut, mais c'est là où c'est prêt. Ça dit que c'est là où c'est déjà prêt, c'est là-bas où on atterrit. Oui, lui-même, il peut décider d'aller jouer quelque part, mais là où on le sollicite, c'est là où il ira. Donc, il dit on n'est pas souvent là où on veut, mais on est toujours là où on doit être. On doit être, voilà. Donc, ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit quelque chose de grand. Ce qui veut dire que là où on va le solliciter, c'est là-bas il va se retrouver. Donc, si on le sollicite en Allemagne, il va jouer ce championnat allemand. Si c'est en Angleterre, il va le jouer. Si c'est en Espagne, il va également le jouer. Donc, je crois que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses par rapport à sa prochaine destination. Oui, la France, c'est bon.
Gabon, la Belgique aussi. Moi, je crois que ce sera une très très bonne destination pour lui. La Belgique, la Suisse et la France, ce sera une très bonne destination. Mais s'il trouve quand même des occasions en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne, ce serait également encore beaucoup plus mieux pour ce joueur. Moi, je crois qu'il a beaucoup plus gagné. Et puis, au fil des années, vous allez voir que c'est un joueur qui évolue au fil des années. On a vu ce qu'il a fait ici dans le championnat togolais. Quand il est parti au Gabon, on a vu également ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, au Maroc, on voit encore, en tout cas, sa progression. Je crois que c'est un joueur qui évolue au fil des années et il est toujours égal à lui-même, toujours simple. Je crois que c'est pourquoi aujourd'hui, ce dont vous parlez, l'accueil qui lui a été réservé quand ils sont revenus du Caire, je crois que c'est un joueur qui mérite là. Parce que quelqu'un qui a beaucoup plus porté cette équipe cette saison, mais il ne méritait que ça. Je crois que le public de Berkane lui rend parfaitement. A compris cela et le lui rend parfaitement. Je crois que c'est quand même bien. Prosper Agoukou, d'autres observateurs disent qu'il est un peu au soir entre griffes de sa carrière. C'est quelqu'un qui tend vers ses 28 ans et un championnat chinois serait bien pour lui, disent certains observateurs, parce qu'il faut préparer sa retraite. Beaucoup disent ça aussi. C'est vrai, c'est pourquoi je dis il faut qu'on appelle un objectif dans la carrière d'un joueur. Maintenant, nous ne sommes que des observateurs, nous ne sommes que des analystes par rapport à ses performances. Il n'est pas vite sorti de l'ombre. On peut dire peut-être que les difficultés que le championnat togolais avait connues par le passé ne lui ont pas permis donc d'être, qu'on appelle, au devant de la scène. Maintenant, à cet âge-là, effectivement, on commence par passer à sa fin de carrière. Autant on a perdu assez de temps à ne rien faire que du football, autant en profiter longuement. Maintenant, ça dépend de sa vision pour son avenir. Nous ne pouvons pas décider à sa place s'il veut aller jouer en Ligue française et se mettre au devant de la scène, au devant des projecteurs. Bon, ça dépend de lui. Maintenant, s'il veut aller en Chine pour ramasser les dollars chinois, ça aussi, je crois que ça en va donc en valer la peine, parce que c'est la fin qui compte. Le début n'est pas souvent calculé, c'est la fin compte. Maintenant, pour nous, en tant que Togolais, qu'il ait assez d'argent ou qu'il ne l'ait pas, nous avons besoin de sa performance au niveau de l'équipe nationale, au moment où il vient, qu'il arrive à donner donc le meilleur de lui-même afin que l'équipe nationale puisse aller de l'avant. Donc, c'est ce qui nous importe, nous. Maintenant, exceptionnellement, de son côté, c'est à lui de décider de la fin de sa carrière. Voilà, Emmanuel Adebayor également a choisi de peu de gagner le titre du championnat turc avec Başakşehir. C'est Galatasaray qui est venu pour arracher, on va dire, la timbale au dernier moment. Entre-temps, Başakşehir était devant, mais à l'arrivée, ils n'ont pu conclure cette situation. Et puis de l'autre côté, Gilles Sounou qui descend en D2 turc avec son club Erzurumspor. Ça fait mal quand même pour ces Togolais-là. Une fois encore, Emmanuel Adebayor qui échoue de peu de gagner le titre avec Başakşehir. On revient et pour parler de la finale qui attend le public sportif ce samedi entre Unisport et Ifodé. Et voilà, samedi, il y aura match. Et enfin, la fin peut-être de la saison 2018-2019 avec ce match entre Unisport et Ifodé. Le champion de la zone nord est finalement trouvé. C'est Unisport après, on va dire, ce conflit entre le club de Koulundé et Agoua de Koussountou. Ifodé qui attendait son adversaire, là désormais. Ce sera Unisport de Koulundé. Jonatiso, à quoi peut-on s'attendre dans une telle finale? Qui a la faveur selon vous? Premièrement, Franck, il n'y a plus d'engouement. Pourquoi? Oui, parce que si on avait tout de suite enchaîné avec la finale nationale, il y aurait plus d'engouement autour de cette finale. Mais la D2 zone nord a pris fin, la D2 zone sud a pris fin. On a connu le champion de la D2 zone sud qui est Ifodé. Ifodé a attendu longtemps dans cette affaire pour pouvoir connaître son adversaire et finalement, on a tranché. Je ne vais plus revenir sur cette affaire rocambolesque dénommée affaire Agoua Unisport. Mais à la fin, la nouvelle commission de recours ou la commission de recours recomposée a donné
donné raison à Unisport et à débouté à Goua. Finalement, ce sont les hommes quand même de Unisport qui vont jouer cette finale face à Ifodé. Est-ce que ces joueurs sont dans les conditions optimales pour jouer cette finale? Oui, lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe de l'Indépendance, il y a le représentant qui a dit que malgré la fin de cette saison et malgré cette affaire également, il y a des joueurs qui s'entraînent et qui auront à jouer des matchs amicaux. Oui, mais est-ce que tout cela va permettre à l'équipe d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir jouer face à Ifodé? Oui, également, quelle sera la condition physique d'Ifodé? Cette équipe a attendu pendant pratiquement 2 voire 3 semaines pour connaître son adversaire. C'est pour cela que je dis qu'il n'y aura pas tellement d'engouement. Ça sera tout juste un match, une finale pour avoir le nom du champion national à la fin. Mais après ça, je crois que ça sera une saison ratée pour l'FTF. En tout cas, beaucoup veulent voir Ifodé. Ça reste toujours une curiosité après la finale de la Coupe de l'Indépendance perdue face à l'ASCK, c'est ça, 3 buts à 1, non? Ou 3 buts à 1. 3 buts à 1, voilà. Ifodé reste toujours une curiosité. Peut-être on voudra gagner même ce match face à Unisport pour s'imposer au plan national finalement. Oui. Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, mais je crois que John a dit quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a plus d'engouement, mais il y a quand même un enjeu, c'est le titre de champion de deuxième division. C'est ça qui reste l'enjeu. Donc, je crois que les deux équipes vont quand même se donner à fond pour aller décrocher ce titre-là. Oui, mais seulement on ne sait pas dans quel état ces deux équipes se préparent justement pour cette finale. Quand on sait que c'est subitement la décision a été rendue et subitement la fédération a sorti donc le communiqué disant que la finale va se jouer. Est-ce que les équipes vont continuer par s'entraîner jusqu'à ce que cette décision... Il semble qu'il faut dire continuer les entraînements. Voilà, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ce serait avec la même intensité qu'avant, hein, parce que oui, jusque-là on ne connaissait pas l'issue de ce problème. Peut-être que si c'est 2 fois par séance ou bien si c'est 3 séances par semaine, peut-être que ça devait être diminué. Maintenant, du côté du Unisport, entre-temps, on a dit que oui, on se préparait justement parce qu'il y avait une Coupe de l'Indépendance à jouer. Après cette Coupe de l'Indépendance, il n'y a plus d'informations sur cette affaire. Est-ce qu'on a continué véritablement le travail pour arriver aujourd'hui à disputer cette finale? Mais néanmoins, c'est ces deux équipes qui vont quand même jouer cette finale. On doit connaître quand même le champion de la deuxième division. Elles vont se donner à fond, elles vont jouer pour quand même offrir le spectacle au public. Oui, Prosper, oui. Qui a la faveur des pronostics, il faut dire? Non, moi, c'est un non-événement. Mais pourquoi? Pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Oui, parce qu'on est dans une symphonie inachevée. On arrache. Bon, pour vous? Pour moi, c'est un non-événement. On arrache par force quelque chose qui devait être bien fait pour qu'on en arrive là. Oui, mais analysez quand même cette finale. Non, moi, je n'ai pas de... Parce que pour moi, on est dans une symphonie inachevée. Les choses n'ont pas été en règle dans les normes. Donc, je n'ai pas d'avis à donner sur cette finale. C'est la fédération qui a décidé sa finale. On la lui jouera. Vous pensez? Oui, elle a décidé sa finale. On la lui jouera. Aristide Covidien, il y aura Ifodé Unisport. Hein, que Prosper le veuille ou non, cette finale-là, on va la jouer. Oui, Prosper, tout comme d'autres supporters, n'aimerait pas que ça soit ainsi. Mais comme nous sommes déjà dedans, je pense que le chien aboie, la caravane passe. C'est ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Puisque au Togo, on se connaît. Et comme je le dis, le petit pays où tout le monde se connaît, où tout le monde sait ce que tout le monde pense, où ce que tout le monde fait chaque jour que Dieu fait, il est aisé de prédire qu'à chaque fois qu'il y a problème, il y en a qui vont à une nouvelle victoire et d'autres à une nouvelle défaite. Donc dans ces conditions, je pense évidemment que quoi qu'il en soit, il y aura un match le week-end prochain, c'est donc la finale. Que ça soit Unisport qui gagne ou que ça soit Ifodé qui gagne, peu importe peu. L'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire Attignon, c'est qu'on puisse avoir à la fin un champion de la deuxième division parce qu'on a longtemps attendu donc ce moment. Dommage que les choses ne se sont pas passées dans de très bonnes conditions pour que chacun puisse applaudir eux aussi dans la même direction. Je terminerai aussi à dire tout simplement que par rapport aux 2 forces en présence, Ifodé, ma foi, a beaucoup plus un effectif assez solide que Unisport de Socodé. Et donc, on ne sera pas surpris de voir Ifodé soulever ce trophée parce que je pense avec une très bonne défense aujourd'hui, même si Ifodé
n'a pas été cette équipe-là qui, tout au long de la compétition de la zone sud, a fait l'unanimité parce que d'aucuns estimaient que oui, il y avait toujours de pénalty à chaque fois qu'il faudrait jouer. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait réussir à être champion de la zone sud. Et pourquoi pas, cette équipe sera, le week-end prochain, champion de la D2, de la D2 nationale. Bon, que le meilleur gagne, mais je pense évidemment qu'on doit éviter de se retrouver dans de telles conditions. Mais je suis tenté aussi de dire, on aurait préféré cette situation plutôt qu'une situation de crise, pour que les uns et les autres continuent toujours pas se battre dans les couloirs de la fédération, comme quoi telle commission n'a pas rendu la décision, telle commission n'a pas bien rendu. Je pense aujourd'hui que s'il y a unanimité, allons, comme on le dit, allons-y seulement. Très bien. Allons-y seulement. Merci Aristide Kouevidien. Merci Prosper Agboklou. Oui, quelle que soit la physionomie du mouton. C'est ça, non? Malheureusement pour Prosper. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Grégoire Attignon, merci d'être venu. John Atisso, merci. Merci à Elo Mandovon pour la vidéo de cette émission. Merci Pélagie Mekoum. À bientôt.